les mamans qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Fradin, je suis accompagnante en allaitement et maternage. Je suis basée dans l'Oise et je travaille aussi bien en visio qu'en présentiel, hein, en fonction de ce qui vous arrange et puis en fonction de la distance par rapport à moi. Voilà. Donc je vous disais, je suis accompagnante en allaitement et maternage et pour moi, c'est très très important d'accompagner les familles pour que l'alimentation, l'allaitement et le sommeil de leurs enfants soient simples. Parce qu'aujourd'hui encore, je me pose la question, pourquoi des choses aussi fondamentales, aussi vitales que manger et dormir sont devenues à ce point compliquées dans nos sociétés pour nos enfants. Donc j'aime bien vous faciliter la vie, je trouve que c'est quand même plus cool de passer des temps de qualité avec ses enfants plutôt que d'avoir beaucoup d'inquiétudes, de soucis et des fois même de résistance et de lutte parce que ça ne va pas comme on veut. Voilà. Donc je vais vous proposer de vous montrer mes petites slides que je vous ai préparées. Et puis comme ça, on va commencer. Et à la fin de chaque partie, j'essaierai, si je peux, si je ne fais pas tout sauter, de vous montrer mon visage pour celles qui ne me connaissent pas. Voilà, donc on y va. Donc si je comprenais mieux le sommeil de mon bébé, c'est vraiment l'objet de ma petite conférence d'aujourd'hui. Je vais vous présenter le programme. Donc en fait, on va commencer par le sommeil d'un bébé, son évolution et sa progression. Parce qu'en fait, je me rends compte que des fois, on a des inquiétudes vis-à-vis de certaines situations. Parce que juste, on n'est pas au courant ou on n'est pas informé, on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le sommeil de notre bébé, mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est que voilà, il y a des choses qui se passent, il y a une évolution qui est en cours, mais du coup, on n'a pas tous les éléments, donc on s'interroge, on se questionne et on se soucie par rapport au sommeil de notre bébé. Et puis, on sait que le sommeil de l'enfant va progresser petit à petit au fil des mois, mais il y a des enfants pour qui l'évolution est difficile, voire impossible. Donc pourquoi un enfant qui devrait être de plus en plus autonome ne l'est pas? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Et du coup, ça me permettra de vous parler des 3 besoins fondamentaux du bébé pour qu'il ait un bon sommeil. Parce que si ces 3 besoins fondamentaux ne sont pas remplis, et bien forcément, la progression, elle n'est pas possible et forcément, les nuits sont compliquées. Et puis à la fin, je vous parlerai de mon accompagnement, hein. Alors j'avais envie de l'intituler pour aller plus loin, mais finalement ça sera pour aller plus vite, hein, parce que c'est aussi ça l'idée, hein, c'est que vous trouviez plus vite la solution et que vous alliez mieux plus rapidement, parce que je sais que des fois la situation est compliquée et elle s'éternise pendant des semaines, voire des mois. Voilà. Donc je vous propose de commencer par le sommeil de bébé, son évolution et sa progression. Alors là, je vais vraiment reparler des bases, hein, mais ça me semblait important vraiment de vous parler de ça, parce que sans ça, voilà, comme je vous le dis, on se pose des questions, on s'interroge. Donc il faut savoir que le bébé à la naissance, il sait déjà dormir. Le sommeil est la première activité cérébrale d'un bébé dans le ventre de sa mère. Donc en fait, un bébé qui naît, il sait déjà dormir. Et du coup, j'avais envie de balancer un peu cette première croyance-là. Donc, on n'apprend pas un bébé, d'ailleurs j'aurais pu mettre un N apostrophe, pardon, on n'apprend pas un bébé à dormir, il sait déjà dormir quand il naît. On sait même des fois que pendant l'accouchement, voilà, il a des phases de sommeil. Donc vraiment, vraiment, l'enfant, il arrive en sachant déjà dormir. Par contre, il lui faudra un certain temps, il lui faudra un apprentissage pour que l'enfant, le bébé, arrive à dormir à peu près comme nous les adultes, d'accord? Pour que voilà, de beaucoup d'heures de sommeil par petites touches, puis des siestes, puis plus de siestes, plus des nuits à peu près équivalentes des nôtres. Tout ça, c'est un apprentissage, une progression, une évolution. Voilà. Donc le bébé, quand il arrive, dormir, il sait. Ensuite, il y a la période entre la naissance et 6-8 semaines. Alors là, on peut remarquer que en fait, les bébés s'endorment super vite, normalement facilement, sauf s'il y a déjà un souci, évidemment. Mais en tout cas, moi j'aime bien dire que c'est comme si le bébé avait comme un petit bouton arrêt marche, vous voyez, et que paf, il se réveille et paf, il s'endort. Et c'est aussi facile que ça.
Parce que, en fait, le bébé, il a très très peu de phases d'éveil à cet âge. Vous savez bien qu'entre 0 et 2 mois, ben, globalement, c'est manger, se changer. Et il n'y a pas encore beaucoup d'interactions avec son environnement, avec ses parents, ses frères et sœurs. Donc il est très peu éveillé et en fait, ben, il ne se rend même pas compte qu'il s'endort. Donc entre 6 et 8, de 0 à 6-8 semaines, en général, le sommeil, c'est facile, à part évidemment s'il y a déjà une difficulté, une douleur, et ça on en reparlera après. Et puis à partir de 6-8 semaines, eh ben, l'enfant il commence à être réveillé plus longtemps. Les phases d'éveil, elles sont plus longues, les interactions, elles commencent à avoir lieu. Donc voilà. Et il y a une grande nouveauté, c'est que en fait, le bébé, là, commence à se sentir partir au sommeil. Avant, c'était quasi automatique. Et maintenant, il a cette sensation de se laisser aller, de se laisser partir. Et ça, c'est complètement nouveau pour lui. Et ça peut le déstabiliser. Donc en fait, plutôt que de se dire, mais mon bébé, il dormait super bien, et puis là, je comprends pas, j'ai du mal, il a du mal à s'endormir, et ben c'est pas du tout de la faute de la maman, du parent, etc. C'est juste que voilà, il a changé de façon de s'endormir, et le bébé qui s'endormait facilement, et ben là, il commence à résister un petit peu, et du coup, ben, il a juste besoin d'être accompagné, et quand il aura compris le truc, normalement, ça fonctionne. Donc surtout, je fais une petite parenthèse, hein, si vous avez des questions, si vous avez des réactions, des commentaires, n'hésitez pas parce que je vois tout ce que vous écrivez sur le bas de mon écran. Donc vraiment, si c'est des choses que vous ne connaissez pas, qui vous parlent, etc., faites-moi un petit mot et comme ça je pourrai interagir aussi. Parce que même si j'ai plein de connaissances à vous transmettre, ça n'empêche pas qu'on peut continuer à échanger pendant toute la durée de ce début d'après-midi. Voilà. Donc voilà, l'enfant qui dormait facilement, et bien là, peut-être qu'il commence à résister. Donc c'est complètement normal et ce n'est pas de votre fait. Ensuite, entre 2 et 6 mois. Alors, le bébé, il va grandir, son sommeil, il va commencer à évoluer. Et on sait que, voilà, entre 11 heures et 15 heures à peu près, hein, c'est le nombre d'heures d'un enfant, un nombre d'heures de sommeil d'un enfant de cet âge. Et puis, l'enfant, le bébé, il va dormir par phase de 50 minutes. 50 minutes, c'est à peu près un cycle. Et puis, il y aura un réveil. Donc en fait, nous, en tant qu'adultes, pendant la nuit, on est capable de se rendormir seul, alors que de manière autonome, hein, voilà, on n'a pas besoin de quelqu'un ni de quelque chose pour se rendormir. On a notre petit truc à nous, on se retourne et voilà, on est reparti. Alors qu'un bébé, non. Un bébé, il a vraiment besoin au tout début de sa vie de l'accompagnement de ses parents pour pouvoir enchaîner ses cycles. Voilà. Et puis, ça, c'est vraiment la période de 2 à 6 mois. Et puis, petit à petit, il va grandir. Et petit à petit, son cerveau, il va être de plus en plus... enfin, il va évoluer, il va grandir aussi. Et de plus en plus, il sera capable d'enchaîner un cycle, puis un deuxième, puis un troisième, sans avoir besoin de l'intervention de ses parents. Voilà. Du coup, ça me donne l'occasion de vous faire un petit rappel, hein, sur la façon dont on dort, aussi bien les bébés que les adultes, hein. Le sommeil de l'être humain, ça fonctionne par cycle. Donc, à chaque fin de cycle, il y a un réveil, même très bref, très bref, enfin voilà, une demi-seconde, et il y a un rendormissement. À la différence d'un bébé, le cycle d'un adulte, c'est plutôt 90 minutes. Voilà, donc ça aussi, au fur et à mesure du temps, l'enfant, il va allonger sa durée de cycle. Mais du coup, deuxième fausse croyance, les bébés, ils ne font pas leur nuit, pas plus que les adultes. Voilà. Donc, dans l'idée de faire ses nuits, pour moi, c'est dormir d'une traite. Ça veut dire, je te couche le soir et tu te réveilles le matin et pendant tout ce temps-là, tu as dormi. Et ça, c'est complètement faux, aussi bien pour les bébés que pour les adultes. Voilà. Donc en fait, pour nous adultes, hein, parce que je vais faire aussi beaucoup de parallèles avec nous les adultes, parce que pour que vous compreniez mieux aussi, hein, et que vous vous mettiez dans la peau de votre bébé, si vous regardez l'heure, si vous allez aux toilettes, si vous prenez votre bouteille d'eau, si vous retournez, si vous changez votre oreiller de position, si vous remettez votre couverture, vous l'enlevez,
Tout ça, c'est conscient, inconscient, on s'en rappelle ou on s'en rappelle pas, mais tout ça, c'est la preuve d'un réveil et c'est la preuve d'un changement de cycle. Voilà. Donc en fait, nous aussi, on se réveille vraiment et on ne fait pas une nuit complète dans le sens de, voilà, je m'endors et je me réveille le matin sans avoir ouvert l'œil de la nuit. Ça, c'est absolument faux. C'est faux pour nous et c'est faux pour nos enfants. Donc, j'ai envie de dire, n'imposons pas des choses à nos enfants que nous sommes déjà pas capables de faire. Et c'est comme ça, c'est comme ça que fonctionne le sommeil de l'être humain. Voilà. Donc maintenant, on revient, on était de 0 à 6 mois et maintenant, on va passer à 6 mois. Alors, on sait qu'à 6 mois, à peu près 80%, 85%, pardon, des bébés sont capables d'enchaîner 2 ou 3 cycles de manière autonome. Alors ça, c'est plutôt en début de nuit en général. Alors je ne veux pas faire des généralités parce qu'il y a toujours des enfants qui font autrement. Mais en tout cas, en général, le début de nuit se passe mieux et puis c'est un peu plus le bazar sur le matin. Donc ça signifie que l'enfant va être capable de dormir 2 ou 3 heures sans avoir besoin de vous pour passer au cycle d'après. Voilà. Donc là, ça veut dire que l'enfant, il commence à être autonome et il a trouvé son truc à lui, voilà, pour se rendormir à la fin d'un cycle et en enchaîner un autre. Voilà. Donc à peu près 85% des enfants à 6 mois savent faire ça. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais je vais vraiment vous le dire, je vais me concentrer vraiment sur les bébés allaités, parce que c'est ceux que je connais le mieux, et c'est aussi, je pense, enfin voilà, les bébés au biberon, est-ce qu'ils ont un sommeil différent? J'en ai pas la certitude, mais en tout cas, j'ai envie de dire oui. Donc, vraiment, vraiment, je vais rester sur les bébés allaités et les besoins des bébés allaités pendant la nuit. Voilà. Donc, à partir de 6 mois, normalement, ça commence à évoluer. Voilà. Donc, normalement, le bébé il va continuer sa progression et il va être capable de dormir de manière autonome de plus en plus longtemps. Ça n'empêche pas que l'enfance aura besoin encore d'être allaité, nourri pendant la nuit, et ça encore pendant plusieurs mois. Alors là, à partir de quel âge un enfant ne doit plus avoir besoin de ses parents la nuit, ça c'est très variable et c'est sûrement pas à 6 mois, c'est beaucoup plus tard. Voilà. Enfin, moi, j'ai en tête et j'ai cette conviction que avant 1 an, c'est complètement difficile. Voilà, parce que jusqu'à 1 an, le lait reste l'aliment principal et l'enfant, voilà, au niveau de la maturation de son cerveau, on peut pas, selon moi, espérer que l'enfant n'ait aucun réveil, enfin, n'ait aucun réveil avec la demande de l'aide de son parent avant l'âge d'1 an. Voilà. Donc, normalement, la progression commence. Donc, Elodie, tu me dis, pour nous, c'est exactement ça, c'est ça. Je pense que tu parles du début de soirée qui est plutôt cool, le début de nuit plutôt bien, puis après, c'est un peu le bazar sur le matin. C'est souvent un peu le schéma classique. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire, voilà, vous avez un bébé de 6 mois et pourtant, 6 mois et plus, hein, 6 mois et plus, et pourtant, cette progression, cette autonomie, elle est pas possible. À quoi c'est dû? Voilà. Donc ça, on va en parler et vous allez me dire si ça vous parle, si vous vous reconnaissez là-dedans. Voilà. Alors j'ai envie de vous dire que les mamans autour de moi, elles sont plutôt maternantes. Alors, qu'est-ce que j'entends par maternante? C'est plutôt des mamans, voilà, qui sont vraiment à l'écoute de leur enfant, qui perçoivent les besoins, qui répondent aux besoins de leur enfant, voilà. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ma définition du maternage, c'est observer son enfant et répondre à ses besoins en fonction du signe qu'on a perçu. Donc vous êtes plutôt maternante, vous êtes allaitante, vous avez pratiqué le cododo parce que vous savez que la proximité c'est important. Vous avez porté votre bébé en portage parce que là aussi vous savez que ben, c'est bon pour lui, le fait d'être près de vous, etc., sa sécurité, sa proximité, tout ça.
Je sais même qu'il y en a parmi vous, voilà, qui prennent un congé parental rémunéré, même pas 400 balles, ou qui mettaient votre activité professionnelle entre parenthèses ou qui la ralentissaient, parce que vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté pour que le démarrage dans la vie de votre bébé se passe bien. Voilà. Et donc, voilà, vous avez envie que tout se passe bien, vous avez fait des choix, des sacrifices, etc. Mais à côté de ça, voilà, le bébé, il a besoin de vous une bonne partie de la soirée, une bonne partie de la nuit, voire même à la sieste. Voilà. Alors Célia me dit, mon fils 7 mois, pareil, sauf qu'une fois endormi, se réveille toujours 30 minutes après, puis en berçant, il se rendort pour 3-4 heures. Voilà, alors après, c'est difficile pour moi de faire vraiment de vous expliquer ce qui se passe juste en quelques lignes comme ça. Mais des fois, peut-être que au niveau de l'heure du coucher, hein, peut-être qu'il y a des petites choses à revoir par rapport à ça. On échangera si vous voulez, Célia, par rapport au réveil 30 minutes après. Voilà. Donc, on est dans une situation où vous avez voulu tout bien faire et en fait, rien ne va. Voilà, en gros. Et puis autour de nous, on a ces discours, mais laisse-le pleurer. Vous voyez toutes ces gentilles phrases, ces comparaisons. Ma fille, à l'âge de la tienne, elle faisait ses nuits depuis longtemps. Voilà, ça, on nous le balance souvent. Hein, où on compare, on a une petite nièce, un petit neveu, voilà, un voisin, une voisine. On a l'impression que pour eux, tout est miraculeux et puis c'est nous qui galérons. Et puis après, on a encore ces phrases, ah bah ouais, mais tu l'allaites, alors c'est normal, ou va bien falloir que vous coupiez le cordon un jour ou l'autre. Voilà. Alors, toutes ces phrases magnifiques, là, j'ai mis magnifique entre parenthèses, voilà. On les croit pas, mais elles nous touchent, mais elles nous font douter, mais elles font pas plaisir à entendre, et du coup, on s'interroge sur ce que nous on vit à la maison. Et puis, dans nos cœurs et dans nos têtes de maman, forcément, à un moment, il vient la question, mais qu'est-ce que... Ah ouais, ton lait n'est pas assez nourrissant. Ah ouais, celle-là, je l'avais oubliée, elle est bonne aussi. Et puis dans nos cœurs et nos têtes de maman, on dit mais qu'est-ce que j'ai pas fait, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal. Tout le monde me dit il faut que je la laisse pleurer, mais moi ça me va pas, moi ça me convient pas, moi je sens bien qu'il y a un truc qui va pas. Et puis même des fois, vous poussez un bouchon un peu plus que ça, les mamans. Hein. Vous en arrivez même à vous dire, non mais si je l'avais sevré, on n'en serait sûrement pas là, quoi. La situation serait différente. Et puis alors la phrase, s'il vous plaît, retirez-la de vos têtes parce que c'est pas vrai, mais je l'entends encore, je ne suis pas une bonne mère. Voilà. Donc vraiment, il y a un complet paradoxe entre voilà ce qu'on entend, qu'on ne voudrait pas entendre, et en même temps, bah, ça nous met le doute. Et puis on ressasse, voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'il aurait fallu, etc., etc. Voilà. Et puis, je sais que vous avez essayé plein de trucs. Je sais. Alors, quand j'écris, tu as essayé avec et sans les histoires. Je raconte une histoire, mais j'en raconte pas. Je mets une petite musique et puis j'en mets pas. La lumière au plafond, la veilleuse, le doudou, la bouillotte, la tétine, les bruits blancs, qui apparemment ne fonctionnent pas si bien que ça, le matelas, le t-shirt, tout ça, vous avez essayé, tout ça, je sais. Vous avez essayé avec et sans, et ça ne résout pas pour autant la situation. Alors j'ai envie de vous dire que tous ces petits trucs-là, là, c'est quelque part, vous allez chercher à l'extérieur des choses pour essayer de résoudre la situation, alors que la solution, elle vient plutôt de l'intérieur, et ça, j'en suis convaincue. En tout cas, si vos enfants ont besoin de tout ça, c'est plutôt en fait intégré au rituel. Vous voyez, il y a des enfants, il leur faut la petite musique avant de s'endormir, la petite histoire, le petit bisou et tout ça. Ça, c'est vraiment dans le rituel, c'est le fait de préparer l'enfant à dormir. Mais s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça, c'est complètement illusoire. Hein. On est bien d'accord. Si ça, c'est la solution, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de problème de sommeil. D'accord. Ça fait vraiment partie des éléments qui font partie de la routine des enfants pour les préparer à dormir. Mais en tout cas, vous attendez pas à ce que ça résolve le problème de sommeil s'il y a vraiment un problème de fond. Voilà. Donc Elodie, t'as pas essayé la bouillotte? C'est pas mal quand même, parce qu'ils aiment bien avoir chaud. On en reparlera tout à l'heure par rapport au confort de l'enfant. Voilà.
Donc, vous comprenez pas pourquoi ça va pas, on vous dit qu'en gros que c'est votre faute, et puis tout ce que vous avez essayé, ça marche pas. Du coup, voilà, quand ça fait des semaines, des mois que ça dure, on est fatigué, on est épuisé. Il y a de l'incompréhension aussi, de l'incompréhension par rapport au comportement de notre enfant et aussi de l'incompréhension par rapport à l'entourage, hein. Et puis ben, cette culpabilité, comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, qu'est-ce que j'ai mal fait pour qu'on en arrive là. Et puis, il faut quand même parler du reste de la famille, du conjoint, des autres enfants. Parce que voilà, si faut faire la sieste avec la petite et que vous avez deux grands le samedi après-midi qui aimeraient bien jouer avec vous, aller faire une balade en forêt et tout ça, mais vous ne pouvez pas parce que c'est le seul moyen que vous avez de faire dormir la petite. Si votre conjoint, eh ben, vous faites du cododo, alors moi j'appelle ça du cododo survie, hein, parce qu'il y a le cododo choisi où tout le monde est OK, et puis il y a le cododo survie où de toute façon, si on ne met pas l'enfant dans notre lit, on n'a pas moyen de le faire dormir autrement. Voilà. Et puis bah, il y a aussi, ben, j'ai installé un matelas à côté de mon bébé, comme ça, je passe une partie de la nuit avec, et puis mon conjoint, il est tout seul dans le lit parental. Voilà. Donc voilà où on en arrive, et pourtant, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de solution. Et comme je vous le disais, ça dure depuis des semaines, voire des mois. Donc ça va me permettre, voilà, toute cette situation, tout ce que je vous ai exposé, de parler des trois besoins fondamentaux d'un bébé pour un bon sommeil. Parce que tant que ces trois besoins fondamentaux ne sont pas remplis, vous pourrez essayer tout ce que vous voulez, il n'y aura pas de progression possible. Voilà. Donc, il faut savoir que l'endormissement, c'est un lâcher-prise. Il faut être détendu. Il faut être, entre guillemets, zen. Il faut pour se laisser aller parce que pendant qu'on dort, on ne contrôle rien ou presque. Donc, il faut quand même lâcher prise et être en confiance. Et on dit quoi, dormir sur ses deux oreilles, c'est ça? Mais c'est exactement ça. Et pourquoi il y a certains bébés qui résistent à se laisser aller. Vraiment. Alors, il faut les trois conditions, et c'est ça les trois besoins fondamentaux de cette partie. Il faut que l'enfant il soit confortable, détendu et sécure. Donc je vais venir sur ces trois notions. Il y a peut-être des choses évidentes, il y a peut-être des choses, bah, ça vous semble normal, mais c'est vraiment nécessaire que l'enfant ait ces trois choses pour pouvoir dormir, s'endormir et enchaîner ses cycles de manière autonome. Voilà. Donc quand je dis que l'enfant il a besoin de se sentir confortable, il ne faut pas qu'il ait trop chaud, il ne faut pas qu'il ait trop froid. Alors ça vous paraît peut-être d'une évidence, voilà. Sauf que je vais encore faire une comparaison avec nous les adultes. Est-ce que, mesdames, est-ce qu'on dort bien quand on a froid aux pieds? Ou est-ce qu'il faut que nos pieds se réchauffent pour qu'on puisse s'endormir? Voilà. Est-ce que vous vous endormez bien les soirs de canicule où il fait 30 degrés dans la chambre et que vous ne savez pas comment trouver de l'air, etc. L'enfant, il est comme nous. Il a besoin d'avoir son confort pour dormir. Et tout à l'heure, je disais, tu me parlais de la bouillotte, Elodie, ben, peut-être qu'elle a besoin d'être un peu chauffée, voilà, que son lit soit un peu chaud pour pouvoir trouver le sommeil. Ensuite, est-ce que l'enfant, il a mangé normalement, donc juste avant? Alors, ni trop ni pas assez. Alors trop, c'est un peu en référence avec ma publication de Noël, hein. Est-ce que quand tu as mangé la dinde, le foie gras et tout ça, tu dors bien quand on a jusqu'en haut? Et ben les enfants, c'est pareil. Donc ça, c'est une croyance qu'il faut complètement arrêter et continuer à perpétrer parce qu'un enfant ne dort pas quand il est rempli jusqu'à... Voilà, voilà. On ne remplit pas un enfant pour qu'il dorme la nuit. Le sommeil et la digestion, il n'y a pas de connexion, ça n'est pas lié, ça n'est pas lié vraiment. Et puis, il faut qu'il ait mangé suffisamment quand même. Alors là, je pense plutôt aux mamans qui ont des fois une petite baisse de lactation, une petite lactation en berne.
Ben ouais, l'enfant il se réveille parce qu'il a besoin de manger un peu plus et c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver le juste milieu. Donc il faut qu'il soit bien, pas trop chaud, pas trop froid et qu'il ait mangé normalement. Voilà. Et après, il faut surtout, alors là on va rentrer dans les détails, dans les cas, qu'il ne soit pas malade ou qu'il n'ait pas mal quelque part. Donc là je vais détailler parce que ça va sûrement vous apporter des pistes. Voilà. Alors, évidemment, les nuits où il y a des petites maladies, comme en ce moment, il y a des petits encombrements, des petits rhumes, de la fièvre, on ne peut pas s'attendre à ce que l'enfant soit autonome au sommeil parce qu'il a mal et parce qu'il a besoin de ses parents pour se réconforter, se rassurer et aller mieux. Pareil pour les poussées dentaires, les nuits de poussées dentaires, bah voilà, ça fait tellement mal que l'enfant, il n'a pas d'autre solution que d'appeler à l'aide sa maman ou son papa. Donc ça, c'est vraiment des choses passagères, mais des fois, c'est des retours en arrière parce que le sommeil était à peu près acquis, mais là, ces nuits-là, c'est juste pas possible. Ensuite, pensez aux otites. Ça fait un mal de chien, les otites. Les enfants qui ont des otites et des otites à répétition, bah, c'est sûr, ils ont tellement mal que vraiment le sommeil se passe mal. Les maux de ventre, alors là, j'ai mis maux de ventre parce que colique, tout ça, ça me plaît à moitié, quoi. Mais vraiment, enfin, est-ce que nous, quand on a mal quelque part, on dort correctement? Alors nous, on sait se lever pour aller prendre un médoc et se soulager. Un enfant, il sait pas et il n'a pas d'autre solution que d'appeler son papa ou sa maman. Ensuite, je voulais vous parler de l'eczéma. Alors ça, c'est très peu dit, mais je vais insister là-dessus. L'eczéma, ça fait encore plus mal quand on est allongé. Donc déjà, ça gratte, mais le fait d'être allongé, ça gratte encore plus. Ça, c'est une question de terminaison nerveuse et tout ça. C'est vraiment encore plus désagréable quand on dort. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants quand même qui sont soumis à des problèmes dermatologiques. Donc pensez à l'eczéma, quoi. Voilà. Ensuite, il y a toutes les tensions musculaires. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce que ça fait un petit moment que votre enfant n'est pas allé chez l'ostéo, chez le chiro? Parce que, ben voilà, si vous avez des tensions, c'est juste pas possible de se détendre. Voilà. Donc, en général, c'est bien dans la première vie, 3-4, dans la première année de vie de l'enfant, qu'il aille voir l'ostéo au moins 2 fois, hein, vers 4 mois et vers 1 an. Évidemment, s'il y a des problèmes avant, hein, mais vraiment parce que ben voilà, tout leur corps il est en croissance, tout bouge là-dedans et des fois ils ont des tensions, ils ont juste besoin d'être un petit peu manipulés pour que ça se passe mieux. Et puis après, il y a toute la partie intolérance alimentaire. Donc ça, je ne vais pas développer, mais vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont sujets à des intolérances alimentaires. Donc maux de ventre et problèmes dermatologiques, ça peut être une piste. Mais ouais, si on a mal au bide et que ça gratte partout, forcément, forcément, on ne peut pas dormir. Et ensuite, je vais parler de deux soucis vraiment, vraiment importants qui sont les RGO et les freins de langue restrictifs, hein, voilà. Alors ça, je trouve, très 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 mal évalué par les professionnels de santé. Un RGO, c'est des remontées acides dans tout l'œsophage. Là, ça fait super mal. C'est pas possible qu'un enfant soit complètement détendu quand il a des remontées acides à l'intérieur de son ventre. C'est pas possible. Et les freins de langue restrictifs, quand ils ne sont pas vus, vraiment les freins de langue, en fait, si la langue ne monte pas au palais, et ben ça empêche tout le système voilà, de détente d'être activé. Donc vraiment, vraiment, si vous avez suspicion chez votre enfant de RGO ou de frein de langue et qu'on vous dit mais non, mais non, mais non, vraiment creusez, 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 parce que là, c'est clair qu'aucun progrès ne sera possible quand vous avez ce genre de pathologie et il faut intervenir parce que sans ça, ben, l'enfant ne pourra pas aller mieux au sommeil. Ça paraît pour moi un petit peu évident. Voilà. Donc ouais, RGO et frein, méfiez-vous, mais c'est super mal évalué encore aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie confortable. Maintenant, pour la partie détendue, il faut que l'enfant soit détendu. Donc, il faut faire attention à ce qu'il n'ait pas été
surstimulé. Alors, positivement ou négativement. Donc, c'est là que je vais détailler. Pour moi, positivement, c'est, alors j'ai mis jeu, rire, chatouille avant de coucher. Ouais. On fait pas le cirque avant d'aller au lit parce que juste ça énerve, quoi. On le sait, hein. J'ai envie de vous dire, est-ce que si ce soir vous allez à un concert, vous allez pas être un petit peu euphorique encore, aller une bonne demi-heure, une heure après, parce que voilà, vous avez été stimulé, ça vous a plu, voilà. Et vraiment, vraiment, ça, c'est des choses à éviter chez les enfants. Alors, j'ai envie de dire, alors, ou peut-être que c'est que chez moi, hein, mais les papas, des fois, ils aiment bien, voilà, un petit peu de jeu, un peu de chatouille, mais du coup, voilà, ça fout un peu le bazar au moment du coucher, parce que finalement, plutôt que de calmer l'enfant, et ben, ça le stimule, voilà. Et puis, il y a la partie négative. Alors, tout ce qui est fête de famille, magasin, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de stimulation pour un bébé. C'est beaucoup de lumière, c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup d'odeurs, de nouvelles odeurs, des environnements qu'ils ne connaissent pas, tout ça. Donc ça, c'est des enfants qui ont des pleurs de décharge, beaucoup, beaucoup. Et puis, ben, du coup, ben, il faut que ça redescende tout ça, parce que sinon, ben, on peut pas s'endormir. Et puis il y a aussi une partie dont je voulais vous parler. Alors là, on va pas se voiler la face, hein. Moi, je ne vis pas dans le monde des bisounours. Je sais que quand un enfant ne dort pas ou a des difficultés à s'endormir depuis des semaines, voire des mois, il y a des moments où on n'en peut plus, il y a des moments où on crie, il y a des moments où on aurait juste envie, c'est de prendre son sac et de se barrer, j'en suis consciente. Mais du coup, voilà, tout ce climat de tension, voilà, il est ressenti par l'enfant. Et donc ça, c'est vraiment négativement, ça l'empêche de se détendre. Et puis évidemment, si maman ou papa hurle, ben souvent bébé il pleure. Hein, ça, il faut pas se leurrer. Et puis bah, si vous le laissez pleurer tout seul, et ben c'est encore pareil. Donc en fait, là vous faites monter l'adrénaline quelque part. Voilà. Alors je sais qu'on ne fait pas exprès, je sais que quand on est à bout, qu'on a tout essayé, et ben on n'a plus de solution et voilà. Je me souviens d'une maman qui m'avait consultée et qui m'avait dit non mais je me suis vue hurler, je ne me suis pas reconnue et là je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment en fait de se dire que bah, dans ces conditions-là, l'enfant ne peut pas s'endormir 5 minutes après. C'est pas possible. Il faut faire redescendre la pression, vraiment, que ce soit positivement ou négativement, hein, la stimulation, mais il faut faire redescendre la pression pour que le bébé puisse se détendre et s'endormir. Voilà. Donc là, on a vu que l'enfant, il fallait qu'il soit confortable, il fallait qu'il soit détendu. Et maintenant, on va finir par le point sécure, parce que c'est sûrement le plus important. Il faut que l'enfant soit sécure pour s'endormir. Et vraiment, la sécurité d'un bébé n'est absolument pas celle d'un adulte. D'accord? Vraiment, vraiment pas. Si moi je parle personnellement, par exemple, ma sécurité, c'est de savoir que ma porte d'entrée est fermée, que ma fille est bien dans son lit, que mon conjoint est bien à côté de moi, et ça c'est ok, je peux m'endormir. Un bébé, c'est pas ça du tout. La première sécurité d'un bébé, c'est sa maman, puis son papa et ses autres figures d'attachement. Voilà. Donc c'est vraiment la maman, c'est comme un phare, comme un repère. C'est voilà, si la lumière du phare est allumée, c'est cool, je peux m'endormir. Si elle commence à vaciller ou à s'éteindre, ça commence déjà à être moins agréable et je commence déjà à être beaucoup, beaucoup moins détendue et sécure. Voilà. Du coup, quand vraiment l'enfant n'est pas sécure, hein, c'est là qu'on voit les enfants qui ne se décollent pas de leur maman quand ils ont des difficultés de sommeil ou d'autres difficultés. Vous savez bien que un enfant qui tombe, il va venir voir sa mère, un enfant qui a peur, il va courir vers sa mère, parce que sa maman, c'est sa sécurité, et que quand il a besoin de sécurité et de réconfort, c'est toujours maman. Et donc, au sommeil, vraiment, si je sais que maman est là, si je sens qu'elle est là, en la touchant, en la sentant, eh ben c'est ok, elle n'est pas loin, je peux me laisser aller au sommeil, je suis en sécurité.
Voilà. C'est comme si maman était mon gardien. Je peux me laisser aller parce que maman n'est pas loin voilà, je peux être détendue. Donc vraiment, 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 la sécurité de l'enfant, c'est sa maman avant tout, évidemment après son papa, et puis quand je dis les autres figures d'attachement, hein, par exemple, ça peut être sa nounou ou des gens qui sont très proches et très, très en contact avec. Quand maman n'est pas là, et ben, ils savent aller chercher de l'aide vers les autres personnes. Mais vraiment, c'est maman est mon gardien et c'est vers elle que je trouve ma sécurité. Du coup, vous pouvez peut-être vous dire, non mais Isabelle, là tu nous racontes quoi? Parce que ben, mon bébé, il est complètement sécure, tout se passe bien, je fais tout ce qu'il faut, voilà, je suis attentive. Alors j'ai envie de vous dire, mais à quel moment votre bébé, il s'est pas senti en sécurité? À quel moment votre bébé, il a manqué de sécurité? Voilà, d'accord? Parce que vraiment, c'est à ce niveau-là qu'il faut venir agir quand il y a des problématiques de sommeil. Parce que peut-être qu'aujourd'hui tout va bien, peut-être que voilà, chez vous tout est ok, mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, dans le vécu de cet enfant pour qu'il ne se sente pas en sécurité? Donc c'est vers ça que je vais continuer à vous parler. Voilà. Donc quels événements, quelles situations dans son histoire, dans votre histoire de maman, dans votre vécu à tous les deux, ont pu avoir des conséquences sur la sécurité du bébé et donc dans son lâcher prise pour s'endormir. Voilà. Donc là, je vais prendre des exemples. Alors, ces exemples sont vraiment des exemples fictifs, hein, je dirais. Je les ai complètement inventés. Si ça vous rappelle des choses de votre histoire perso, c'est vraiment involontaire de ma part. C'est vraiment des exemples fictifs et c'est pas non plus des exemples de maman que j'ai accompagnées parce que ça c'est pas ok pour moi de raconter ce qui s'est passé avec des mamans que j'accompagne. Mais vraiment c'est pour vous expliquer à quel point il y a des événements qui peuvent insécuriser votre enfant. Voilà. Donc, pendant la grossesse, chez la maman, voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Un stress important, un choc émotionnel ou des peurs qui reviennent en boucle. Voilà. Donc, je vais prendre l'exemple d'une maman qui est enceinte et voilà, sa sœur, elle habite Paris, elle faisait de la trottinette et elle s'est fait foutre en l'air par une bagnole. Voilà. C'est glauque, hein, j'en suis consciente. Mais c'est vraiment pour que vous compreniez à quel point ça a un impact sur l'enfant. Voilà. Donc en fait, la maman, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où elle va apprendre la nouvelle, hein, elle va être complètement sidérée. Hein. Quand on apprend un choc, c'est vraiment la sidération. Après, peut-être que sa sœur, elle va être hospitalisée en réa, en soins intensifs. Donc là, on a des peurs qui reviennent en boucle. Et si ça allait mal se passer, et si elle ne survivait pas, et et voilà. Donc, voilà, cette maman qui est enceinte, qui vit cet événement, ce choc émotionnel, voilà, elle communique des choses à son bébé. Donc, en fait, vraiment, ça, c'est super important. C'est pas la situation ou l'événement qui perturbe le bébé. D'accord, le bébé, quelqu'un qui s'est fait foutre en l'air à une trottinette, ça, voilà. Mais c'est ce que ressent sa maman quand elle vit ses émotions de peur, d'angoisse, de sidération et de tristesse. Voilà. Voilà, je suis en sécurité dans le ventre de maman. D'habitude, tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre à ce moment-là pour que je ressente autant de peur, d'angoisse, de sidération et de tristesse? Voilà. Donc ça, c'est vraiment un exemple, enfin, mine de rien, ça arrive, ou la perte d'un parent ou d'un grand-parent pendant on est enceinte. Mais du coup, c'est vraiment un choc émotionnel. Et du coup, l'enfant qui était complètement sécure dans le ventre de sa mère, d'un seul coup, eh ben, il l'est beaucoup. Donc ça, c'était un premier exemple de tout ce qui peut vous arriver pendant la grossesse. Surtout si ça vous parle, ce que je vous dis, hein, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez l'impression que ça vous évoque des choses dans votre histoire, pensez-y vraiment, parce que c'est hyper important.
Et puis au moment de la naissance, il peut y avoir une séparation, une césarienne d'urgence, un déclenchement, etc. Alors, je voudrais vraiment que vous compreniez mes propos là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas faire tout ça. Le truc, c'est que ce qui est fait. C'est pas la peine de dire, bah, si j'avais pas été déclenché, ça aurait changé la donne, etc. Le truc, c'est que le passé est le passé, ce qui a été fait, c'était sûrement justifié. Il faut pas revenir là-dessus et se porter un peu comme un boulet, vraiment. Mais du coup, qu'est-ce que j'en fais de cet événement? Est-ce que je décide de quelque part d'en libérer émotionnellement mon bébé et puis moi aussi tout autant. Donc je vais prendre l'exemple d'une césarienne d'urgence, voilà, hein, comme je le disais, justifié, il n'y a pas de souci, je ne reviens pas là-dessus. Mais du coup, l'enfant, il était complètement sécure et d'un seul coup, il se sent extirpé d'une violence infinie du ventre de sa maman et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et il faut considérer vraiment, vraiment que le premier lâcher-prise de la vie, c'est la naissance. Voilà. La première fois que je me suis laissée aller, c'est quand je suis née. Donc imaginez-vous bien que si ma naissance, elle a été violente, que j'ai rien compris à mon film, que je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne sais pas pourquoi je suis sortie aussi vite, et ben voilà, je ne peux pas du coup me détendre parce que à chaque fois que je vais devoir me lâcher prise pour mon sommeil, ça va me ramener à cet épisode où je ne me suis complètement pas sentie en sécurité. Voilà. Donc ça, c'est un autre exemple. Ensuite, je vais terminer par mon troisième exemple. Dans les premiers mois de la vie de l'enfant, une séparation de la maman et de son bébé, une hospitalisation de l'enfant ou une hospitalisation de la maman. Alors évidemment, hein, hospitalisation d'urgence, hein, pas un truc qui est prévu avec lequel on est complètement ok, mais vraiment voilà une situation d'urgence. De nouveau un choc émotionnel chez la maman, et puis une dépression ou une déprime. Alors du coup, je vais prendre l'exemple de la déprime, une maman qui traverse une grosse déprime après la naissance de son enfant. C'est peut-être une maman qui est triste, c'est peut-être une maman que son enfant voit pleurer, c'est peut-être une maman qui évite le regard de son enfant et qui fait un peu les choses de manière automatique, sans jugement aucun de ma part, sans jugement. Mais voilà, qu'est-ce que ressent l'enfant à ce moment-là? Est-ce que, ben, je vais reprendre l'histoire du phare et la métaphore du phare, quoi. Si d'un seul coup je suis un petit bateau et que le phare s'éteint, je m'en fous de savoir pourquoi il s'éteint. Mais moi, ça me fait flipper parce que bah, du coup, j'ai plus de guide. Et c'est vraiment ça, et c'est vraiment ça. Donc c'est pour ça que les enfants sont à ce point crampons aussi quand la maman va mal, parce que voilà, c'est une solution quelque part pour veiller sur elle. Et puis ben, quand il y a une séparation, voilà, le fait de rester accroché à maman, ne pas la lâcher, ben, c'est m'assurer que ma maman reste près de moi. Voilà. Si ça vous parle, tout ce que je vous dis, n'hésitez pas à commenter. Voilà. Donc, je vais modérer un petit peu mes propos pour que vous soyez complètement en phase avec moi. Il faut savoir qu'il y a des situations moins extrêmes que les trois exemples que je vous ai montrés qui peuvent provoquer des problèmes de sommeil. Chaque bébé, chaque maman réagit différemment aux événements de la vie, selon son tempérament, selon sa sensibilité, d'accord? Donc, et ça veut dire aussi à l'inverse que chaque enfant qui a vécu une situation, genre un déclenchement, il n'a pas obligatoirement des problèmes de sommeil. C'est vraiment très 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 dépendant, voilà, de chaque tempérament, de chaque sensibilité. Alors on dit souvent que les enfants sont des éponges, alors moi je suis d'accord, mais en tout cas, de plus en plus, moi je travaille avec un outil de développement personnel qui s'appelle le Human Design. Et vraiment, là, quand on voit le profil de l'enfant, c'est clair qu'il y a des enfants qui sont très, très forts, hein, qui ont ce type bien précis de l'enfant qui récupère les émotions de tout l'environnement. Quand l'environnement va bien, je vais bien. Quand l'environnement va mal, je vais mal.
Voilà. Donc ça permet de vérifier. En tout cas, moi j'avais certaines intuitions, mais maintenant avec cet outil, j'ai quand même quelques certitudes. Voilà. Donc vraiment, je vous disais, c'est pas parce que vous avez vécu ça qu'il y aura des problèmes de sommeil. Ça peut être beaucoup plus subtil. J'ai des mamans que j'accompagne, c'est pas ce genre d'événements qui ont provoqué des problèmes de sommeil, mais en tout cas, c'était vraiment un problème de sécurité. Voilà. Donc en fait, si vous n'avez pas votre enfant confortable, détendu et sécure, et ben les progrès au sommeil ne sont pas possibles. Voilà. Donc si toi, maman, aujourd'hui, tu te reconnais dans les différents éléments que j'ai pu citer, s'il y a des situations qui font écho chez toi, si aujourd'hui tu es épuisé au bout du rouleau, que tu as tout tenté, voilà, je te propose de t'accompagner sur plusieurs semaines, un nouvel accompagnement qui s'appelle du lien jusqu'au sommeil, parce que pour moi c'est vraiment une question de lien à tout niveau. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Alors vraiment l'objectif, hein, c'est sur 4 à 6 semaines que tu retrouves les nuits plus paisibles, plus sereines. Mais pour ça, il faudra aller chercher bien au-delà du sommeil de ton bébé, parce que tu l'as compris, hein, le sommeil c'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg, mais il y a plein de choses qui en découlent. Donc c'est aussi aller peut-être ajuster un petit peu l'alimentation, l'allaitement de ton bébé pour que ça roule mieux, vérifier des petites problématiques de santé aussi auxquelles ton bébé pourrait être confronté et l'empêcherait d'être complètement confortable. Bien sûr, pendant tout cet accompagnement, je te propose mes clés, hein, de compréhension, parce que des fois, en fait, on a l'impression de se heurter à un mur, mais il y a des choses qu'on ne connaissait pas. Et du coup, j'ai l'impression que quand on a la compréhension, on se dit ah oui, mais en fait, c'est pour ça qu'il avait autant de mal à s'endormir. Du coup, la charge, elle est tout de suite beaucoup plus légère. Et dès qu'on a mis de la conscience sur quelque chose, je trouve que c'est beaucoup plus facile de le régler. Alors bien sûr, je t'entourerai de toute ma bienveillance, de tout, voilà, je ne divulguerai rien de ce que tu pourras me confier, de ta situation personnelle, parce que quand on en arrive à des événements comme ceux que j'ai pu citer auparavant, bah oui, des fois c'est compliqué de les évoquer. C'est des choses très personnelles qu'on ne veut pas non plus forcément que tout le monde soit au courant. Et puis bien sûr, voilà, s'il y a besoin voilà, de déposer des valises, voilà, je suis complètement ok d'être à l'écoute et dans le plus grand respect de ce que tu pourras me dire. Donc je disais que le lien, c'est vraiment un mot très très important pour moi qui revient tout le temps. Et c'est vraiment pour ça que je te propose de faire au moins 3 liens dans cet accompagnement. Le lien entre le problème de sommeil de ton bébé et sa véritable racine, parce que je sais que tu ne fais pas exprès, parce que je sais que ton bébé non plus ne fait pas exprès, qu'il y a quelque chose vraiment qui vous pose problème, mais vous n'avez pas compris d'où ça venait. Ensuite, un lien avec ton bébé juste merveilleux. Ah oui, parce que quand on est épuisé, quand on est fatigué, on est un peu en pilote automatique et on prend même plus de plaisir avec son bébé. On s'en occupe parce qu'il faut nous en occuper, mais les temps de qualité sont très très rares. Et puis, quand tu es épuisé, tu as juste une envie, c'est de récupérer. Et du coup, on passe à côté de plein de choses merveilleuses et la connexion avec ton enfant, voilà, c'est quelque chose que je veux rétablir, renforcer vraiment pour que votre lien à tous les deux soit juste merveilleux. Et puis la dernière chose, c'est un lien fréquent, régulier, autant que nécessaire avec moi. Voilà, pendant ces 4 à 6 semaines, je te propose de t'appeler toutes les semaines. Ou tous les 10 jours, on voit comment tu avances. Et puis entre chaque rendez-vous, tu peux m'écrire, tu peux m'envoyer des petits messages, ça va bien, ça va mieux, ça on est attesté, ça c'est toujours pareil, parce que moi j'ai besoin aussi de ressentir comment ça avance, et puis si ça avance pas, j'ai envie de dire, c'est qu'il faut chercher autre chose, alors du coup moi je me remets à chercher d'autres solutions.
Et puis je trouve que juste tu as besoin de te sentir soutenu, guidé, de ne pas être jugé, et puis comme ça de regagner en énergie. Voilà. Donc si tout ce que j'ai pu te présenter ainsi que ce nouvel accompagnement fait écho chez toi, et je t'invite à me contacter soit par email, soit sur Messenger, soit avec la messagerie sur mon site internet. Mais vraiment comme ça nous permettra de trouver un moment ensemble, une quinzaine de minutes, où on explorera ta situation et puis on verra si on peut faire un petit bout de chemin ensemble. Voilà, je te remercie de ton attention et je te souhaite une excellente journée.